On organise le rayon vin de chez Monop. Donc on est le Ça veut dire caviste. quoi, organiser le rayon de vin? Et ben en fait, il y a des personnes chez nous qui ont travaillé en fait la sélection, qui ont amené en fait une partie de la sélection des vins Le Petit Ballon au sein de Monop, et puis l'agencement dans le rayon. Voilà, et une présentation en fait des vins pour accompagner en fait les moments de consommation. Voilà, parce qu'il faut savoir chez les cavistes et en fait dans la vraie vie, le vin acheté et consommé dans les 3 heures, je crois, d'achat. C'est D'accord. génial ça. Le vin acheté chez un caviste est consommé dans les 3 heures suivant l'achat. Donc en fait, Okay. tu as besoin, voilà, tu vas à un dîner, tu rentres chez toi, voilà, tu passes chez ton caviste pour aller chercher ta bouteille, ou alors caviste ou grande distillerie, parce que faut savoir quand même que la majorité du vin est vendu en grande distribution. Donc c'est voilà, c'est là le réflexe caviste, il est peut-être plus urbain, parisien, voilà, mais quand tu vas faire tes courses dans un supermarché, ben, tu vas aussi passer au rayon vin pour acheter. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Grégoire Remy, qui est directeur data et marketing pour Le Petit Ballon. Le Petit Ballon, que je connais bien, puisque Martin Ohanessian, l'un des cofondateurs, avait pitché l'idée à Starting Paris en 2014, il y a déjà un bon bout de temps. Grégoire a rejoint l'aventure il y a 5 ans et on va aborder différents sujets avec lui. Bonjour Grégoire. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. Alors, je vous prie tous de m'excuser. C'est un enregistrement qu'on fait à distance puisque Grégoire est à Madrid, hein, c'est ça? À Barcelone. Barcelone. Et qu'on utilise Zencastr pour cet enregistrement. C'est mon premier enregistrement à distance et c'est aussi également d'ailleurs le premier enregistrement de Grégoire. Mais tout va bien se passer, j'en suis certain. Le Petit Ballon, je disais à Grégoire en préparant l'interview que évidemment tout le monde connaît et il me dit non, malheureusement pas. C'est donc une occasion de plus de faire connaître la marque. Le Petit Ballon qu'on a connu, je pense, il y a quelques années comme un service de découverte de vin sur abonnement est aujourd'hui un réel caviste en ligne qui distribue dans des boutiques, qui distribue sur Internet, qui vend dans une boutique physique ou digitale d'ailleurs ou par abonnement. Voilà, dans 2 boutiques physiques. Ouais. Dans 2 boutiques physiques. Et voilà, et on va aborder plusieurs sujets. Alors d'abord, on commencera par... et depuis peu en grande distrie avec l'enseigne Monop. Et depuis peu en grande distrie avec l'enseigne Monop. On va parler aussi de VP, qui est rentré au capital, qui vous a racheté complètement? Non, qui a pris une part majoritaire. Majoritaire. Qui offre une belle surface de vente également, donc on pourra en parler. On va parler de ce secteur qui est un secteur très réglementé, où évidemment, à cause de c'est l'Alsacien alcoolique qui parle, grâce à la loi E20, la publicité est, on va dire, très réglementée et surveillée. Elle est encadrée. On va parler de churn, de panier moyen et de rétention et de transformation surtout dans un secteur où sur la brique de revenus carte cadeau, un grand objectif des sociétés comme les vôtres, c'est de transformer ces abonnés qui ont reçu une carte cadeau en abonnés réels. Et voilà. Eh bien, Grégoire, merci énormément de me recevoir à distance, du coup. Toi, ça fait 5 ans que tu es arrivé, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait... Comment était la boîte quand tu es arrivé? On était, je crois, 13. Maintenant, on est 35. Ok. Voilà. On faisait tout. On touchait à tout. Maintenant, on se structure un peu plus.
Voilà. Alors, je sais plus combien on avait d'abonnés à l'époque, mais je trouve un article de 2017 lors du rachat qui dit 60 000. Ouais, là, actuellement, on est à 100 000 abonnés. On va toucher là au mois de février avec l'acquisition des abonnés cadeaux à Noël. On va shipper 100 000 box. Donc voilà, là on est à En février, vous allez shipper 100 000 box 100 000 box, ouais. Et donc ça, c'est les abonnés. Les abonnés qui reçoivent la sélection, les sélections faites par nos équipes. Voilà. D'accord, sachant que le business a beaucoup évolué depuis et que l'abonnement ne représente plus qu'une partie du revenu. Ouais, c'est ça? Ouais. D'accord. On est à un tiers en fait sur la partie abo. Et l'année dernière, on a expédié plus de 1,5 million de bouteilles de colle sur 2019. Génial, 1,5 million de bouteilles. Alors, ça reste une petite entreprise, mais est-ce que tu as des infos secteur par rapport à des détaillants comme Nicolas ou comme d'autres? Là, de tête, non. Je sais que le plus gros vendeur de vin sur Internet, c'est VP. Alors après, ici, depuis vous ou déjà avant vous? Déjà avant nous et consolidé avec nous. Okay. Attends, VP est le plus gros vendeur de vin sur Internet? Oui. C'est incroyable. Après, il y a aussi en challenger Cdiscount. Alors voilà, il y a aussi toujours l'histoire en call et en valeur. Mais voilà, ouais, c'est déjà. Col, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le col de bouteille, c'est voilà, une unité, ouais. Une unité. Et vous, dans une boîte, il y a deux bouteilles. Dans une box, dans les sélections, oui, il y a de base, en fait, il y a 2 bouteilles, donc nos abonnés reçoivent 2 bouteilles chaque mois, et après, il y a une option de personnalisation où nos abonnés peuvent rajouter des autres bouteilles issues des sélections, voilà. Et après, le rachat de vin ou l'achat de personnes qui ne sont non abonnées et qui achètent du vin sur notre site. Voilà. Ok. Si tu dis que vous allez expédier 100 000 bouteilles 100 000 box, c'est ça, en février. Ouais. Et en février dernier, vous en avez envoyé combien? Je crois qu'on était aux alentours de 80, 90. Ok. Donc voilà. Une croissance à 2 chiffres, correct. Ok, oui. Super. Oui. L'abonnement est à quel prix? Alors on a trois produits. On a l'entrée de gamme, notre H de raisin qui est à 19,90 par mois. On a lancé l'année dernière une offre 100% bio qui est à 22,90 et après 100% pardon 100% bio. Donc en fait c'est une sélection voilà 100% bio. Voilà, et puis Bel Âge, donc qui est un peu plus premium à 39,90. Donc ça c'est nos 3 abonnements classiques, et puis parce que comme ça fait déjà 9 ans qu'on existe, on sort des éditions limitées. L'édition bio était une édition limitée qu'on a prolongée puisqu'elle a bien marché. Noël dernier, on a fait une édition limitée avec le magazine SoFoot, où là pendant 3 mois, les gens reçoivent leur abonnement bio et SoFoot directement dans la box chez eux. Excellent. Donc une fois par mois, le SoFoot et deux vins bio, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis aussi notre magazine, on publie beaucoup de contenu. On a un magazine de 24 pages édité par Nos Soins, et puis des fiches de dégustation qui accompagnent les bouteilles pour tout connaître sur le vin, et voilà. D'accord. Donc, quand tu arrives il y a 5 ans, vous êtes 13, aujourd'hui vous êtes 35. Ouais. Les chiffres ont, j'imagine, beaucoup augmenté. Oui. Entre-temps, il y a eu le rachat, enfin la prise de participation majoritaire de VP. Est-ce que comment est-ce que vous avez senti une accélération avec VP? Quels sont les effets pratiques de cette participation? Ça nous a permis d'ouvrir un nouveau canal de distribution avec VP, puisqu'en fait on opère la marketplace de VP. La marketplace vin, et puis aussi en termes d'exposition, exposer en fait notre marque pour les membres au sein des membres, au sein de VP, auprès de leurs membres.
D'accord. Et du coup, vous continuez de faire des ventes, j'imagine, régulières, ou comment est-ce que en pratique alors, ça se manifeste? en fait, on peut vendre, enfin, on vend des abonnements sur vente privée lors de ventes événementielles, voilà. Et puis aussi, il y a les ventes en fait de la marketplace, des vins de la marketplace. Donc il y a une sélection, et en fait ça c'est le catalogue permanent qui peut être qui est accessible depuis vente privée. D'accord, super. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a changé d'autre depuis ton arrivée dans le petit ballon en 5 ans? Vous avez toujours été en Espagne, ou c'est non, alors en fait, on a 2 bureaux, un bureau parisien où il y a toute l'équipe sourcing, achat et retail qui est à Paris, et puis toutes les équipes market, technique, service client et support administratif sont à Barcelone. Équipe francophone? Équipe francophone avec des Catalans, un dev sud-américain aussi. Ok. Donc voilà. Ok. Pour entrer dans l'un des premiers gros sujets que je voulais aborder, c'était le secteur réglementé. C'est pas évident de se développer sur les réseaux en DNVB comme vous l'avez fait, alors que la publicité pour l'alcool est interdite. J'imagine que ça pose pas mal de problèmes pour de la pub, pour de l'influence, ce genre de choses. Comment est-ce que vous vous en sortez? Et ben, on s'en sert. Oui, alors il y a certains leviers qu'on n'a pas le droit d'utiliser. En fait, on peut pas faire de pub télé. En revanche, bah voilà, les leviers digitaux traditionnels, le search, le référencement naturel, des campagnes Facebook ou Insta, de la vidéo aussi. On produit beaucoup de contenu. On avait des vidéos de dégustation. On part aussi chez les vignerons à la rencontre des vignerons. Donc voilà, la réglementation de la publicité en fait de vin, elle peut se faire en fait quand on montre des professionnels. Donc voilà. Mais après, oui. Attends, tu peux expliciter? Eh bien, en fait, les vignerons peuvent promouvoir leurs produits. Ok. D'accord, donc c'est pour ça que, par exemple, sur des pubs de bière, d'affichage, tu vas voir en fait des maîtres brasseurs qui vont regarder la couleur en fait de leur bière, ou des choses comme ça. Donc voilà, un professionnel du vin peut être exposé. Mais on a eu là récemment, on avait une campagne métro à Noël, voilà, où on avait travaillé un ton qui se voulait humoristique, et c'était pas des professionnels du vin, et le bureau de régulation de la pub du métro a dit bah non, c'est pas loi E20, donc ça passe pas, quoi. Et ils vous ont repris? Donc on a vous avez revu votre copie? Une autre créa, et voilà. D'accord. Et sur Facebook et Insta dont tu parlais? Ouais. Bah par exemple, Facebook, enfin Insta, on peut pas chez les sites de e-commerce, ils peuvent développer le catalogue. Nous, comme on est de l'alcool, on n'a pas le droit, on peut pas. Donc voilà. Tu n'as pas accès à Instagram Shopping? Non. Sujet qu'on aborde souvent sur ce podcast. Okay. Non. Donc voilà. Et puis oui, il y a tout ce qui est remarketing Google, on peut pas le faire puisque on est des vendeurs de vin, et donc voilà, on fait partie des alcooliers pour Google, voilà. Surtout que vous ne vendez pas que du vin, vous vendez aussi des spiritueux, c'est ça? Oui, vin, spiritueux, champagne, et puis et même si en fait un des leviers de croissance, c'est le cadeau. Donc en fait voilà, ça se matérialise sous forme de carte cadeau, mais voilà, même sur ces produits-là, on ne peut pas. Ou les accessoires non plus. Parce que là, on se lance on s'est lancé à Noël avec des accessoires autour du vin, des spiritueux. Et voilà. D'accord. Donc, tu m'as dit ce que vous ne pouviez pas faire. Ce que vous faites, c'est faire parler les producteurs eux-mêmes de leur vin. On ne peut pas pousser les visiteurs, enfin disons vos audiences Insta et Facebook vers votre site avec Instagram Shopping. On peut en revanche évidemment mettre des choses en avant, et toujours un lien dans
enfin c'est link in bio quoi, comme on le voit souvent, c'est ça? Donc, ouais, et puis en fait, à nous de raconter aussi des histoires. Voilà, c'est faire parler les vignerons qui vont parler de leur rapport à la terre, au vin, aux produits. Voilà, enfin il y a plein d'histoires à raconter et voilà. D'accord, ok. Sur le SEO, sur quel type de recherche vous vous positionnez? Alors sur abonnement box, sur le cadeau, sur après des notions de cépage, d'appellation. Enfin, voilà, on essaie d'englober tous ces différents corpus de mots, quoi. D'accord, c'est un milieu compliqué, hein, le vin. Enfin, c'est surtout un lexique. Oui, alors après aussi, règles. on a, alors ça, on a pour but aussi de démocratiser l'approche du vin. Donc, on veut le simplifier. Donc, pour les connaisseurs, il peut avoir des termes très alambiqués, mais une de nos baselines, c'est le petit ballon, le vin sans baratin. Donc voilà, c'est. Ah, j'étais passé à côté. Le petit ballon, le vin sans baratin. Ouais. Ok, voilà. Super. Il y a une grosse saisonnalité. Il y a une grosse saisonnalité, oui. C'est une question orientée, pardon, mais j'avais en tête en fait les cartes cadeaux qui représentent un tiers de votre business, c'est ça? Tu as dit que c'était 3 fois un tiers, donc un tiers d'abonnement, un tiers de cartes cadeaux, et le troisième tiers, c'est la boutique. La vente de vin en ligne et en retail. D'accord. Et sur ce troisième tiers, tu as un ordre de grandeur à nous donner entre le digital et les boutiques? Ah bah, c'est principalement digital. Les boutiques, donc c'est aussi un moyen de retrait pour les abonnés, mais on a 3500, je crois, ou 4000 abonnés qui viennent chaque mois en boutique sur nos 2 boutiques. Voilà. 3500 à 4000, donc tu as 4% d'abonnés ouais. Alors qui après, sont... Ça me paraît énorme. J'ai commencé par me dire c'est faible, mais en fait c'est énorme parce que c'est des gens qui vont. Donc vos boutiques sont soit à Charonne, c'est ça, soit non pardon. C'est à Commerce dans le 15e ou derrière Saint-Lazare, rue du Rocher. Ouais. Donc en fait ils viennent tous les mois et des fois plus de 2 fois par mois dans nos boutiques, voilà, pour venir chercher leur sélection et puis aussi pour participer aux events de dégustation qu'on peut faire, rencontres avec Jean-Michel notre sommelier, des vignerons qui viennent, voilà. Après c'est super intéressant en fait de travailler avec les boutiques qui vont nous remonter en fait des informations super importantes pour nos clients et qu'on va après mettre en place sur le web. Donc voilà. Et aussi en fait parce que le vin c'est quand même une histoire de partage, donc la relation humaine est super importante. Donc voilà. Et aussi c'est plus facile d'acheter du vin en boutique pour repartir tout de suite après avec. Donc voilà. Donc on a plein d'enseignements à tirer en fait de l'expérience vin physique pour le remettre en fait réhumaniser notre vente en ligne. D'accord. Est-ce que je peux te demander du coup quels sont les dispositifs que vous avez pour recueillir du feedback en boutique? C'est très informel, essayer d'interroger les vendeurs, vendeuses ouais, chaque mois. Est-ce qu'il y a des circuits spéciaux? Non, c'est beaucoup en fait des remontées de nos vendeurs où on les appelle pour leur dire tiens qu'est-ce qui se passe, enfin quelle info t'as à avoir, tu peux nous remonter, ou moi ça m'arrive des fois de les appeler pour dire tiens en fait on a cette vente flash là, parle-moi-en un peu plus de cette bouteille, quels sont les arguments en fait et qu'est-ce qui me donnerait envie de le goûter quoi. Voilà. Ok. Donc il y a ça, et puis après on a toutes les feedbacks clients, Google Business, et puis Trustpilot en fait, voilà, où on leur demande comment ça se passe, ou voilà. Comment est-ce que vous les gérez? Trustpilot et Google Business. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une importance que vous accordez plus à l'un ou à l'autre? Google pour le SEO ou...
on travaille de la même manière, maintenant un peu plus Trustpilot, mais on a toujours travaillé les trois, aussi bien Facebook, Google que Trustpilot. Après, c'est notre service client qui récupère en fait tous ces retours et on se fait un devoir de leur répondre à tous nos clients, aussi bien quand c'est positif que quand il y a quelques accros, parce que ça arrive, voilà, on est dans le e-commerce et voilà. Et accessoirement, on livre des bouteilles partout. Vous êtes présent où d'ailleurs? France, Espagne? France, non. On est que en France. Voilà. Ouais, donc j'imagine que d'un point de vue logistique, c'est pas évident d'assurer une quali. Enfin, il y a des risques, c'est des bouteilles. Hein, oui, mais on a beaucoup travaillé sur l'emballage, hein, puisqu'en fait, ça aussi, on s'est aperçu que sur le marché du vin, ça peut être un frein à l'achat, en fait, l'emballage. Les personnes ont envie de savoir que l'expédition va se passer sans souci. Voilà, et puis voilà, quand on ship 100 000 box par mois, forcément en fait, et que c'est du vin, donc c'est liquide, donc ça peut salir le courrier, tout ça. Enfin voilà, la Poste nous oblige aussi d'avoir des taux de casse relativement faibles, très faibles même. J'entends. Ok. Voilà. On a fait des chouettes tests, des crash tests de box. Comment vous faites des crash tests de box? Tu prends ta box avec 2 bouteilles dedans et tu la jettes à 1 mètre et voir si sur les différents coins ça casse ou pas. C'est vrai, vous avez fait ça, c'est drôle. Ouais. Il y a eu sûrement des contenus publiés sur Insta, Facebook, sur ce sujet. Ouais. Bon, je vous invite, chers auditeurs, à aller chercher sur le instagram.com/le petit ballon, évidemment. Mais vous l'aurez dans la recherche sur les tests d'emballage. Ok. Et du coup, vos logisticiens sont en région parisienne, dans le sud? Non, ils sont basés à Évreux. Ok. À Évreux. Okay. Voilà. Alors, la question initiale que je te posais, c'était la saisonnalité. Oui. J'imagine que vous constatez une saisonnalité dans le milieu? Oui. Alors, il y a une saisonnalité pour nos 3 lignes de business. Le cadeau, forcément, ça va être les marronniers, Noël, fête des pères. La vente de vin, ça va être les foires au vin de printemps, de septembre. Depuis l'année dernière, on s'est lancé également dans les primeurs. Donc, les primeurs, c'est des allocations. Donc tu peux expliquer ce que c'est, pardon? Oui, parce que ça, c'est assez spécifique. En fait, c'est des grandes maisons bordelaises qui mettent à la vente leur vin dont les acheteurs les recevront dans les 2 ans. En fait, c'est de l'avance. Enfin, on achète en avance. Donc là, en 2020, les primeurs 2020, tu recevras les produits, les bouteilles en 2022. Alors, je fais un pas de côté parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. Je suis désolé, on sort un peu du e-commerce, mais est-ce que les grands crus classés ont toujours vendu des primeurs? J'imagine que non. C'est quelque chose d'assez récent. Non. Ça, c'était en fait. Alors, ça fait très longtemps. Ça leur permettait aussi de s'assurer en fait déjà de la vente avant que les produits quittent les chais des châteaux. Donc, ça fait de la trésorerie, des choses comme ça. C'est marrant, c'est de la précommande avant l'heure, quoi. C'est Asphalt avant le. Ok. Donc voilà, il y a ça, il y a donc après on a aussi les soldes. On sort des 4 semaines de soldes en janviie et en juin. Et puis après on a des temps forts en fait aussi d'abonnement. On va prendre la parole sur l'abonnement, sur le réabo et des campagnes aussi de rétention forte quand justement les personnes qui ont testé nos services pendant les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois de l'année suite à Noël, et bien voilà comment on les réengage pour eux-mêmes, quoi. Alors ça, c'est un sujet. Donc juste sur la saisonnalité pour conclure, je note du coup une demi-douzaine d'événements sur l'année
qui vous permettent quand même de même s'il y a une saisonnalité, d'étaler quand même les événements forts, les points forts de vente au cours de l'année, quoi. Plus aussi toutes nos opérations commerciales mensuelles. Voilà, bon bah là c'était la Saint-Valentin, donc il y a une partie cadeau, il y a une partie sélection. Là en ce moment on a des vins mythiques avec des Bordeaux, des Bourgognes. Enfin voilà. De l'animation commerciale, quoi. Voilà. Okay, on s'ennuie pas. J'imagine. Et du coup, c'est le sujet que tu abordais dans les milieux dans le milieu de la boxe, et tu l'as dit toi-même, il y a un tiers du business qui est généré par des cartes cadeaux. Ouais. Donc j'offre à quelqu'un la possibilité de s'abonner au petit ballon. On dit au petit ballon, ouais, oui. Au petit ballon. L'enjeu ultra fort, c'est de transformer des gens qui ont découvert à travers un cadeau en des abonnés récurrents. En des abonnés récurrents, oui, et aussi en fait en prescripteurs de cadeaux, parce que ils sont contents en fait, ils trouvent ça bien de recevoir chaque mois des bouteilles, des appellations auxquelles ils n'auraient pas pensé ou qui ne connaissent pas. Donc voilà. Donc il y a un tunnel naturel en fait entre de cartes cadeaux vers abonnement, vers boutique. Quand je dis boutique, pardon, c'est achat de l'unité ou achat. Oui, aussi, oui. Bah oui, parce que voilà, après, on peut bien entendu racheter les vins qu'on a reçus dans les box, et puis plus toutes les opérations sur des références on a grossi le catalogue. Maintenant, on est à 1200 refs, je crois, en référence de vente. On a plus de 1200 rêves, donc voilà, on grossit le catalogue, et d'où aussi, là on en revient sur, avec quand t'as un catalogue comme ça, l'importance du SEO pour driver du trafic également sur ces produits spécifiques, quoi. D'accord. Sur ce point spécifique qui est de transformer des cartes cadeaux en abonnés, oui. Quelle technique, qu'est-ce que vous avez testé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché? Alors, qu'est-ce qui marche en fait? Déjà, le meilleur outil de fidélisation, c'est qu'en fait nos sélections soient au top tous les mois. C'est en fait, c'est si t'as un bon produit, ben c'est quand même plus facile de garder tes abonnés, parce que voilà, 20 € par mois, bah ça peut être quand même un budget, voilà, donc on se doit d'être irréprochable en fait dans l'exécution. Sur la sélection des vins. Bah sur la sélection, sur la présentation, sur l'expédition, sur tout le contenu, toutes les histoires qu'on va raconter. Donc voilà. Est-ce que vous calculez du coup votre NPS, votre Net Promoter Score sur ses abonnés? Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a des valeurs différentes entre les cartes cadeaux, la boutique ou labo? Alors, on le fait pas par typologie de produit, on le fait au niveau global. Voilà, il est assez élevé. Il est aux alentours de 9.3, 9.5. Après, si ça nous arrive en fait d'avoir des justement sur la chaîne de production d'expédition, peut-être des retards, des choses comme ça, on peut avoir des impacts en fait. Tu le sens directement? Oui, on peut. Ouais. Bah, ok. Donc voilà. Après, on s'engage aussi. Enfin, on travaille sur. On anticipe vachement la saisonnalité et en fait les impacts sur le site en termes de charges pour la production et pour staffer les équipes derrière sur l'expédition et toute la logistique, quoi. Voilà, donc les pics, là à Noël, ça veut dire tiens on garantit la livraison jusqu'à telle date, donc quelle est quand est-ce qu'on termine les ventes ou qu'on arrête de garantir la livraison pour Noël. En plus, ça, c'est des périodes critiques parce que les gens sont stressés pour recevoir leurs cadeaux. Voilà. Bon, après, on a la solution aussi avec la carte cadeau dématérialisée de pouvoir renvoyer des acheteurs sur le produit-là pour leur CD cadeau, quoi. J'ai le sentiment, on en a parlé dans ce podcast d'ailleurs, je sais plus avec qui, mais on en a parlé, que c'est VP, donc vente privée, qui avait inventé ou en tout cas c'est sur VP que j'avais vu pour la première fois la garantie de livraison pour Noël. Il y a longtemps, il y a, je sais pas, 6-7 ans, j'en sais rien, mais et je me souviens des dernières ventes, je pense début décembre ou jusqu'à mi-décembre, où il y avait livraison garantie pour Noël. Ok. Alors, pour revenir à la transformation des abonnés carte cadeau en abonnés directs, tu as dit évidemment qu'il y a la qualité des produits et de la sélection que vous faites. Ouais.
Sur les 3 mois ou 6 mois, est-ce qu'il y a un scénario en place? Comment est-ce que vous les activez? Comment est-ce que vous les est-ce qu'il y a de Oui, l'email? Est-ce que quels sont les call to action que vous Alors, mettez en place? il y a de l'email, il y a du, du flyer, de l'asilage en fait dans les box pour leur préciser que c'est le dernier mois, avec un petit clin d'œil pour les inciter à se connecter dans leur espace abonné pour voir en fait quelle surprise ils peuvent avoir ou quelle offre de réabonnement on leur propose. Oui, il y a tout un scénario en fait de relance, d'information déjà. Parce que voilà, hein, on reçoit une carte cadeau, on sait pas forcément qu'au début c'est 3, 6 mois, enfin voilà, on se dit ah tiens c'est cool, mais donc voilà, il y a un travail d'information et puis de présentation après des différentes formules, des différentes sélections qu'on va recevoir le mois suivant, qu'on peut recevoir le mois suivant. Voilà. Tu as des comportements différents en termes de transfo sur les 3 mois versus les 6 mois? Ouais, Alors, pardon, je vais refaire ma phrase en français, je m'excuse auprès des auditeurs. Est-ce que tu vois des comportements différents en termes de transformation entre quelqu'un qui a reçu une carte cadeau et quelqu'un qui s'abonne sur ceux qui ont reçu une carte cadeau de 3 mois par rapport à ceux qui ont reçu une carte cadeau de 6 mois? C'est plus français. Oui, alors on a un meilleur taux de rétention sur des personnes qui s'abonnent déjà pour eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils font la démarche de regarder, enfin, ils connaissent le prix. Voilà. Il y a une action, voilà. Alors que, en quelque sorte, alors, j'aime pas trop ce terme-là, mais quand tu reçois un cadeau, tu le subis. D'accord. Donc t'es passif. Après, sur des 6 mois, comme tu as vécu l'expérience plus longtemps, tu deviens plus accro au service en disant ah bah c'est quand même bien et j'ai envie de continuer à recevoir mes 2 bouteilles. Ok, donc évidemment la longueur crée l'habitude, installe. Ouais. Ok. Et puis en 6 mois, t'as plus le temps aussi de pouvoir racheter, d'acheter en fait sur notre site ou en boutique, et donc de vivre en fait l'expérience et le service en fait de livraison. Voilà. D'accord. Et je pense que là on entre dans le cœur du sujet de ton métier. Toi, tu es directeur data et marketing. C'est quoi la data chez Le Petit Ballon et comment est-ce que vous en servez? Alors, il y a une grosse, il y a beaucoup de web analytics, de la BI aussi, et puis de la segmentation. En fait, tous nos abonnés ne reçoivent pas les mêmes vins. Donc, il y a déjà en fait au moment de l'inscription, en fait, ils remplissent un quiz pour connaître, afin de connaître ce qu'on connaisse leur goût, pour en fait tenir la promesse de vous allez recevoir des vins qui vont vous plaire. D'accord. Ouais. Donc voilà, donc on a classifié en fait les vins en différents labels, et donc après on a déjà une première segmentation. On tient voilà, cette personne-là est plus appétente avec tel type de rouge, tel type de blanc. C'est un questionnaire où tu poses quel type de questions? Est-ce que tu me demandes les vins que j'ai aimés ou est-ce que tu me demandes Pas du tout. En fait, justement sur le côté de démocratiser, c'est tes grillades l'été, est-ce que tu les prends avec des fines herbes, un filet de citron ou de la moutarde? Ton café, est-ce que tu le sucres ou pas? Enfin voilà, on avait travaillé là-dessus. Hyper intéressant. Vous l'avez fait, j'imagine, avec quel métier fait ça d'ailleurs? Avec des nez, peut-être? Alors non, en fait, déjà il y a le palais de Jean-Michel, le nôtre, et donc c'est comme ça qu'on a travaillé ces labels. D'accord. Alors pour nos auditeurs, Jean-Michel qui est? Jean-Michel Deluc, c'est le maître sommelier du Petit Ballon. Voilà, il connaît tout du vin et c'est l'ancien chef sommelier du Ritz. Donc voilà. Et qui est à l'origine du Petit Ballon, qu'il a fondé en 2011 avec Martin et Mathieu. Donc du coup, un questionnaire d'onboarding avec des questions très spécifiques sur les goûts, mais pas spécifiques sur le vin, qui vous permet de connaître au mieux les futurs abonnés. Vous faites ce questionnaire pour les cartes cadeaux aussi? Ouais. En fait, c'est quand tu rentres dans le process, dans le tunnel. Voilà. Okay. En fait, on t'invite à
à répondre à ce questionnaire. On a un taux de remplissage qui est très bon, parce qu'on est quasiment à 90% des gens qui font le process. Donc voilà, il y en a même qui le refont. Et du coup, quand j'ai reçu mes 2 premières bouteilles, est-ce que tu me réinterroges sur ce que j'ai aimé, comment je l'ai aimé? Alors après, tu peux noter tes vins, et donc ça va modifier en fait ton profil. Et donc après, on va pouvoir te réattribuer d'autres vins. On va affiner ça. Il y a aussi l'achat de vin ou le réachat de vin qui va pondérer ça. Voilà. Donc ma notation, mes retours, mes feedbacks par rapport aux bouteilles que j'ai reçues dans les box, plus éventuellement mes achats, vous permettent d'affiner mon. Voilà, donc il y a ça, et puis après on a du déclaratif, du comportemental, où on va déclencher des actions spécifiques. Voilà. Super intéressant. Parce qu'avec 100 000 abonnés, bon, là en février, vous avez vraiment de quoi faire. Et en même temps, je réfléchis à haute voix, mais j'imagine qu'il y a encore plus que 100 000 vins en France. Je sais pas, je dis ça de tête, mais j'ai l'impression que l'offre viticole offre. Ah oui. Ouais. Déjà en fait, parce que aussi on n'est pas, on ne propose pas une sélection franco-française. Vous avez dit 1200. Tu m'as dit pardon 1200. On a 1200 ref. Ouais. Après, alors je crois que la stat, la répartition, on a 4% des références qui sont étrangères et 96% qui sont des vins français. Alors Cocorico, c'est génial, mais je suis un peu surpris parce qu'il y a quand même une très belle offre à l'étranger. Oui, tout à fait. Mais après, nous, on a des vins du monde qui fonctionnent très bien. On va c'est en mars, on fait une opération vin du monde pour présenter en fait un tour d'horizon avec le nouveau monde, l'ancien monde, voilà. Donc et notre en fait on est un peu différent par rapport aux acteurs de vin classiques, puisqu'en fait les vins du monde sont surreprésentés en termes d'achat par rapport à la consommation française chez nous. Attends, je la refais. Chez Le Petit Ballon, la consommation en vin du monde, hors France donc, vin du monde, est surreprésentée par rapport à la consommation traditionnelle. Ouais. En distrib traditionnel. Ouais. Et vous êtes à 96% et 4%. 96 français, 4% étrangers, c'est ça ? Ouais. Ok, très intéressant. Alors, je te demandais l'usage, l'intérêt et tes métiers, dans ton métier data et marketing chez Le Petit Ballon. Tu nous as dit analytics, BI et du coup, ça c'est du learning, du machine learning, j'imagine. Sur la BI, quels sont les KPI, quels sont les indicateurs que vous suivez et avec quels outils ? Alors là, on s'est doté d'une BI, c'était le chantier 2019. BI qui veut dire Business Intelligence, pardon, qui permet d'avoir une vue high level ou low level d'ailleurs, une vue précise de son business. On s'est fait accompagner en fait de gens super bien. En fait, c'est Byron. Donc là, c'est bonjour à nos amis de chez Byron. En fait, on leur passe le bonjour. Voilà, en fait, ils s'occupent de toute la collecte des données, du raffinement, et après de la restitution via un outil de data vise. Donc voilà, et après on plug différentes sources de données pour pouvoir les croiser. Et voilà, donc on va regarder des indicateurs comme bien sûr la lifetime value, les cohortes. Il y a ton micro qui frotte, je pense, sur quelque chose. Pardon. Merci. Tu disais, vous regardez la lifetime value. La lifetime value. C'est la valeur totale dépensée par un client chez Le Petit Ballon. C'est ça. Lors de sa durée de vie. Pendant toute sa durée de vie, voilà, c'est ça. D'accord. Alors pour ceux pardon, pour les néophytes, je me permets, je pense que il y en a quand même quelques-uns. Si on dépense 20 € par mois pendant 6 mois, et qu'après 6 mois on se désabonne ou on ne se réabonne pas, et ben la lifetime value est de 120 € par exemple. C'est ça. La valeur client. Ok. On va parler. Donc là, vous regardez la valeur client. On fait la valeur client, le churn, bien évidemment, sur en fait nos abonnés, nos abonnés self, le taux de réengagement sur nos abonnés issus de cartes cadeaux. Aussi, on va suivre la vente
des typologies de vins, en fait, voilà, quelles sont les appellations qui représentent la part de marché la plus importante, le nombre de cols moyens par commande. On va aussi regarder les taux de réduction appliqués aux commandes pour pouvoir en fait travailler les paniers moyens, voilà l'impact d'une livraison offerte sur les paniers moyens. Super. Vous êtes combien dans ton équipe pour faire tout ça? On est 3. Sans Byron. 3. Okay. Ouais. Mais donc voilà. Donc c'était un chantier qui a été mis en place et opéré assez rapidement parce que on a commencé au mois d'avril et au mois d'octobre c'était live. Donc voilà. Attends, pardon. Avril, octobre l'année dernière. Ouais. C'est ça, donc en 6 mois, voilà. avril, mai, juin, juillet, août, septembre, oui, c'est ça. En 6 mois, c'était mis en place. C'était voilà, les premiers rapports étaient sortis, donc voilà. Et après, maintenant, il y a tout un travail de diffusion de la data et d'évangélisation au sein des différents services, des achats. Du market vente et aussi de la logistique ou même de la finance et voilà. Donc ça, c'est... Oui, il y a vraiment 3 temps, quoi. Il y a récolter de la donnée, la comprendre et lui donner du sens pour prendre des voilà, et continuer à l'enrichir aussi, parce que voilà, bah, déjà, on va regarder au niveau de la transaction, après, on va parler en termes de persona, et puis on va le croiser avec notre CRM derrière pour faire des actions marketing ciblées, voilà. D'accord. Tu peux nous donner, alors je sais pas si tu as le droit, mais si tu as le droit, ce serait super. On m'a reproché, voilà, je fais une parenthèse, on m'a reproché récemment de poser la question de cette manière. Je devrais pas te dire que si t'as pas envie de me le dire, tu me le dis pas. Mais tu peux nous donner la durée de vie, le churn que vous avez? Ouais, alors oui, je peux le donner. Un abonné self, en moyenne, il reste 13 mois. Donc un abonné self, c'est quelqu'un qui a pris volontairement, tout seul comme un grand, un abonnement. C'est ça, le petit ballon. c'est ça. Okay. Donc 13 mois, donc après, il y a un gros travail sur le churn technique qu'on mène, en fait, parce que voilà, c'est souvent en fait des prélèvements mensuels. Donc il y a aussi une saisonnalité dans le travail du churn, notamment après les vacances, parce que les banques les dates de limite de CB en fait voilà, sont au mois de septembre pour que les gens passent l'été. Il y a aussi en mai, enfin voilà, on le voit ça, donc on a appris à le travailler aussi, voilà. Il y a tous aussi un dispositif au même titre que les abonnés, donc enfin les fins d'abo, on va les notifier, on va les accompagner, on va les prévenir. On prévoit aussi, prévient aussi, pardon, nos abonnés qui arrivent dont la CB arrive à fin d'échéance, donc on les notifie par mail. On se permet aussi de les appeler pour en fait carrément. Okay. Ouais. Et 260 €, ça vaut le coup, pardon. 260 €, c'est en moyenne 13 mois fois 20 €. Je sais pas quel est le panier moyen, mais admettons que ce soit ça. Ça fait 260 €, ça vaut un coup de fil, quoi. Voilà. Non, et puis aussi, c'est toujours le moyen, en fait, d'être à l'écoute de nos abonnés, et de prendre de l'insight et des retours. Voilà, de dire, bah tiens, voilà, après, ça nous a permis, par exemple, de mettre en place des fonctionnalités. Ah, bah, j'ai pas eu le temps de boire tous mes vins que j'ai reçus, donc j'arrête mon abonnement. Bah ok, bah attends, on va te le mettre en pause. Enfin voilà, on propose de mettre en pause, de pouvoir skipper des mois, de les réactiver. Voilà. On a travaillé sur un sujet avec des personnes formidables, mais sur un sujet d'abo, sur de la cosmétique et des produits d'entretien. Ouais. Et du coup, on essayait de sortir de labo pour se dire qu'il y avait un réapprovisionnement. J'utilise plein de... Pardon, je vais faire des mots complets, ce sera plus simple. Donc, on a travaillé sur des sujets d'abonnement et on se disait que peut-être il fallait le réinventer avec du réapprovisionnement sur une consommation moyenne calculée. Mais je prends un exemple, si on se dit qu'une personne boit une bouteille par semaine, au bout de 2 semaines, je dis vous allez recevoir votre nouvelle box. Êtes-vous ok, oui, non, et par un simple SMS ou mail, on peut repousser d'une semaine ou accélérer. Ouais, mais je pense que le vin, c'est pas un produit aussi comme ton liquide de lentilles ou tes couches pour les enfants. Un tube de brosse à dents que tu utilises 2 fois, 3 fois par jour, évidemment. Voilà, donc
les moments de consommation sont pas les mêmes. T'as aussi de l'impro, parce que voilà, tu vas recevoir tes copains, tes amis, tu t'es invité à un apéro, donc voilà, D'accord. c'est un petit peu différent. Hyper intéressant. Donc tu m'as dit 13 mois pour les abos directs Et puis sur le taux de transfo sur les cartes cadeaux, est-ce que tu peux nous donner un chiffre? Non. D'accord. Très bien. Mais voilà. Après, c'est des indicateurs qu'on suit, qu'on travaille et qui progressent. Mais voilà. Ok. Est-ce que alors pour passer à la section suivante que je m'étais noté, c'est le mix de distrib. Donc vous faites un tiers de business en carte cadeau, un tiers en abonnement et un tiers en boutique, dont une grosse partie en digital et une plus petite partie en retrait dans vos boutiques. Tu m'as dit tout à l'heure que vous ouvriez un partenariat ou que c'est déjà fait avec Monoprix. Oui, en fait, on organise le rayon vin de chez Monop. Donc on est le caviste. Ça veut dire quoi, organiser le rayon de vin? Et ben en fait, il y a des personnes chez nous qui ont travaillé en fait la sélection, qui ont amené en fait une partie de la sélection des vins Le Petit Ballon au sein de Monop, et puis l'agencement dans le rayon. Voilà, et une présentation en fait des vins pour accompagner en fait les moments de consommation. Voilà, parce qu'il faut savoir chez les cavistes et en fait dans la vraie vie, le vin acheté et consommé dans les 3 heures, je crois, d'achat. C'est génial ça. Le vin acheté chez un caviste est consommé dans les 3 heures suivant l'achat. Donc en fait, tu as besoin, voilà, tu vas à un dîner, tu rentres chez toi, voilà, tu passes chez ton caviste pour aller chercher ta bouteille, ou alors caviste ou grande distrie, parce que faut savoir quand même que la majorité du vin est vendu en grande distribution. Donc c'est là le réflexe caviste, il est peut-être plus urbain, parisien, voilà, mais quand tu vas faire tes courses dans un supermarché, ben, tu vas aussi passer au rayon vin pour acheter. Alors, je mets plus beaucoup les pieds dans les supermarchés, mais c'est vrai que je m'étais fait la réflexion l'année dernière, je crois, pendant la foire au vin, que chez un grand distributeur, le plus grand français, enfin Carrefour, la sélection était vraiment très bonne et les prix. Oui, mais tout le monde en fait. Hein, la foire au vin de septembre, c'est tous les acteurs y sont. Ils essayent, enfin tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu, d'amener de la nouveauté, de l'innovation, voilà. Donc c'est. D'accord. Donc qu'est-ce que vous y gagnez? Il y a une partie de vos références qui sont donc vendues chez Monoprix. Oui. Et l'agencement plus les fiches produits, c'est ça, des différents vins, vous donne de la visibilité. Oui, c'est ça. Bah voilà, parce que de l'exposition. De l'exposition, de la visibilité, au même titre qu'on peut avoir de l'exposition, de la visibilité sur le portail VP. Voilà. Non, on aimerait bien que plus de gens nous connaissent. Oui, on est connu sur du déclaratif. On est derrière Nicolas en notoriété assistée. Juste derrière, tu veux dire, ou loin derrière? Juste derrière. Juste derrière Nicolas. Juste derrière Nicolas. Excellent. Donc c'est une belle réussite en l'espace de 6 ans, 5 ans, 6 ans. Oui. Mais après, faut pas s'arrêter là et voilà. Ok. L'ambition, du coup, c'est de devenir. Comment vous voyez dans quelques années? Les envies de Martin, c'est qu'on soit le réflexe consommation vin. En fait, voilà, si on a besoin d'acheter du vin de qualité avec un prix juste, qui respecte en fait aussi bien le consommateur que nos producteurs, nos vignerons. Bah voilà, en fait, on soit le réflexe vin pour D'accord. Pour les gens. Okay. Donc, distribution en ligne, distribution dans vos boutiques, distribution chez Monoprix, distribution sur VP, oui. Évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats que vous envisagez? Est-ce que vous faites de l'influence ou des partenariats justement pour la distribution de vos vins? Non, alors on a travaillé avec quelques influenceurs pour la carte cadeau.
Mais on fait pas de sponsoring. Voilà. Après, on travaille main dans la main avec des vignerons pour aller à leur rencontre, pour qu'ils nous parlent de leur vin. C'était en septembre dernier, on est parti. En fait, Jean-Luc Colombo, chez Jean-Luc Colombo, donc dans la vallée du Rhône, il nous a accueillis, toute une équipe. Il y avait des abonnés qui sont venus. Et puis il nous a fait visiter ses vignes. Enfin, il a fait visiter à l'équipe qui était là-bas ses vignes, ses caves, comment son rapport à la nature, au vin, voilà, à la vie aussi. Ce qui vous permet, à la vie, c'est beau, ce qui vous permet d'alimenter vos différents réseaux et votre magazine. Tu m'as dit tout à l'heure, on peut faire un petit point là-dessus, mais que vous aviez un magazine de 24 pages. Ouais, C'est un magazine annuel? Non, tous les mois en fait, on sort sur une thématique donnée. Donc là, c'était les vins et les sports d'hiver. Voilà, vous pouvez consulter sur le site nos dernières gazettes, où là après on va avoir une approche décomplexée de certains sujets. On va vous maîtrisez le réseau et la distrib là-dessus. Proposer, oui, proposer des recettes en fait qui vont avec les vins que les abonnés reçoivent. On présente aussi l'équipe, parce que voilà, on est 35, la moyenne d'âge elle doit être de 30, moins de 35 ans. Donc voilà, on a aussi des choses à partager. Et c'est l'occasion aussi de mettre en avant certains abonnés, de répondre aux questions que certains abonnés nous posent. Voilà. D'accord. 24 pages tous les mois, j'avais pas compris que c'était mensuel. C'est un énorme travail. Alors j'imagine qu'il y a peut-être des choses qui peuvent se recycler au cours d'année, comme des recettes en fonction des vins qui ont été choisis, puisque tout le monde ne reçoit pas les mêmes vins. Mais c'est quand même un gros travail. Il y a combien de personnes chez vous qui y travaillent? Il y a une personne et demie, et puis après il y a tout ce qui est assemblage, fabrication. Donc voilà. Mais il y a une personne qui est en charge de l'édito. Plus des freelances ou tout en interne? La conception est en externe. La conception, enfin le maquettisme est en externe, mais voilà, le contenu est produit chez nous. Super, 24 pages. J'imagine qu'en plus, il peut y avoir plein de déclinaisons pour vos réseaux, pour de l'email. Comment est-ce que vous utilisez l'email justement sur vos membres? Avec 100 000 abonnés, j'imagine qu'il y a de quoi faire. 100 000 abonnés, ouais. Les autres. Alors, on pousse beaucoup de contenu. En fait, tous les mois, nos abonnés reçoivent un contenu feed général. Une fois qu'ils ont reçu en fait leur box, comme ça, on va les accompagner sur voilà quelles sont les thématiques de ce mois-ci, avec quoi tu peux le boire, le cuisiner, le cuisiner plutôt. Et puis voilà. Après, on va leur pousser des contenus vidéo, des jeux concours. Enfin voilà, toute la communauté, pour développer la communauté autour du petit ballon. Cool, ok, super. Et là, on a des perfs en fait en termes d'engagement qui sont plutôt encourageantes, et voilà. Là, on est aussi en train de changer de routeur d'email. Vous êtes chez qui? Là, on est en train de passer chez Dialogue Insight. C'est une société canadienne. Donc voilà, on a fait tout le relooking des templates, et puis on va pouvoir développer. On parlait de data et de connaissances clients. En fait, voilà, on va augmenter en fait la segmentation et la connaissance de notre base CRM. Et ça, vous le ferez dans Dialogue Insight. Est-ce que je peux te demander qui vous quittez? Alors on est resté très longtemps, parce qu'en fait j'étais là, on est resté 5 ans avec MR6. Ok. Voilà. Mais là on l'avait poussé à fond, et donc si on voulait aller plus loin, on a changé d'outil. Après c'est pas la même structuration de données, donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est orienté sur cet outil-là. D'accord. Ça me permet de faire un beau lien vers la dernière section, enfin la dernière partie, c'est la stack, les outils que vous utilisez pour la partie business, la partie paiement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, je peux t'en parler un petit peu.
La partie paiement, on a changé. Là, on est en train c'était la semaine dernière, donc on a suivi nos taux de transfo et tout ça. On est passé avec Adyen parce qu'il y a une réglementation européenne qui est passée ou qui va passer en fait sur justement on est de labo, donc on conserve, des prestataires conservent pour nous les informations critiques en fait et afin de pouvoir prélever tous les mois en fait nos abonnés récurrents. Donc voilà, ouais, on est passé chez Adyen là. Je peux te demander chez qui vous étiez avant? On était chez Paybox. Paybox, ok. Ouais. Et processer 100 000 paiements par mois, c'est une. Alors il y a plus gros évidemment, mais aussi beaucoup plus petit. Mais il y a eu un gros travail en fait de la part de la technique aussi pour en back office améliorer en fait ce temps de traitement là. L'année dernière, prélever en fait nos abonnés et attribuer en fait les box parce qu'il y a les prélèvements mais il y a aussi l'attribution de tiens cet abonné là il a une carte un mois prépayé avec la carte, une carte cadeau, on lui attribue ces trucs, ça durait sur 4-5 jours et là maintenant on arrive à le réduire à 48 heures, donc il y a eu un super boulot fait par nos équipes techniques qui se voient pas en interne. Ouais. Okay. Et ça après voilà c'est pas du front, c'est du back, mais c'est important en fait de travailler aussi le back. C'est une évidence. Okay. Et du coup, la plateforme e-commerce, qu'est-ce que vous utilisez? C'est du fait maison ou c'est Magento. Magento. Ouais. Oui, on va switcher là. On est en train de faire il travaille sur la migration Magento 2. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de passer sur Magento 2? Pardon, excuse-moi, je pose une question, je donne un tout petit peu de contexte, mais Magento 1 et 2 sont très différents. Ce sont des plateformes qui sont ultra puissantes, mais c'est pas une simple upgrade, c'est presque une vraie migration. Ouais. Donc c'est aussi le moment quand on quitte Magento 1 de se poser la question de savoir si on change pas de plateforme, parce que le travail est plus ou moins le le même. Ça après ça c'est c'est pas ton choix. Ah mais non, mais en fait c'est pas en plus c'est pas mon expertise quoi. Hein, donc voilà, ça c'est nos équipes techniques voilà et c'est chouette parce qu'aussi on a plein de nouveautés. On dit, tiens voilà, ça ce sera mieux, ce sera plus facile. Ah bah tiens, ça nous offre des portes et voilà et donc voilà. Après on a une vraie, je pense qu'on commence à avoir une vraie connaissance sur Magento 1.7 ou 1.9 je sais plus en interne et voilà. Et pourquoi on a switché? Parce que là ça y est, il y a la maintenance de Magento 1 sera plus assurée. Donc voilà. Et tu sais le temps que vous avez mis pour faire cette migration? T'as une idée? Un ordre de grandeur? Elle est en cours, ça va être c'est chiffré, mais voilà, là ce sera premier semestre. Alors là, on est encore sur la phase de transition où les nouveaux développements doivent être faits en deux sur notre version actuelle et la suivante. Voilà. Ouais. Mais ça nous permet en fait d'avoir de faire voilà, quand tout déménage on fait du tri, on fait du rangement, là c'est pareil et on optimise et on aura un code plus propre qui sera moins gourmand, enfin pas plus propre mais qui sera moins gourmand en ressources, donc ça veut dire que ça aura moins de machines, moins de ressources machines, enfin voilà. Ok. Et l'email, on en a parlé, c'est Dialogue Insight. Est-ce que vous avez une politique particulière, des scénarios particuliers pour les anciens abonnés? Oui, on a des scénarios spécifiques de présentation des box, après aussi de la récompense, parce que c'est pas parce que on ne se réabonne pas qu'on n'a pas envie à un moment de continuer chez nous, enfin de reprendre l'abonnement ou en fait d'acheter du vin. Donc voilà, on travaille nos ex-abonnés également. D'accord. À quelle fréquence? Au moment des temps forts, voilà, en général, ils sont quand même touchés, je pense, une fois par mois. Nos ex-abonnés sont touchés une fois par mois. Les anciens abonnés, d'accord. Ouais. Super. Après, sur la partie mail,
je suis très pointu en fait sur la pression commerciale qu'on peut apporter et qu'on peut exercer. C'est un enjeu. Hein. Ben, tout à fait, oui. Et puis là, on le voit bien aussi en switch d'outils, là, en phase de chauffage d'IP, voilà, les perfs qu'on peut avoir et la qualité aussi de nos bases sont plutôt encourageantes. Ouais. D'accord. J'imagine que tu as plusieurs centaines de milliers d'emails qui partent chaque mois entre les emails transactionnels, les newsletters, les 100 000 abonnés. Ouais. Maintenant, c'est le million. Hein. C'est plus le million. Hein. 1 million d'emails par mois. Ouais. Ouais, c'est pas étonnant. En fait, on a 200 000 utilisateurs sur le site mensuel, hors grosse période fin d'année, où là, en fait, on quadruple. En fait, on arrive même à avoir en une journée plus de 200 000 utilisateurs sur une journée. Là, fin novembre, c'est ce qu'on a eu. Donc voilà. 200 000 sur une journée. Ouais. Juste sur le marché France. Oui. On aime vraiment bien le pinard en France. Hein. Et puis on a alors, est-ce que... Alors, attention, ton micro frotte, je pense. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est le chauffage d'IP ? Le chauffage d'IP. Alors, c'est... Je sais pas, c'est... Le contexte, c'est que Grégoire nous a dit il y a 2 minutes qu'ils étaient en train de changer de fournisseur de routeur pour les emails et que du coup, pour envoyer, on passe pas sur un nouveau serveur pour envoyer 1 million d'adresses email. Ça, en général, Google, Yahoo et les grosses boîtes mail n'aiment pas. En fait, il faut montrer patte blanche pour dire déjà en fait nos abonnés, enfin nos destinataires souhaitent recevoir les mails, ils peuvent se désinscrire s'ils veulent. Enfin voilà, ça c'est tout est la mise en place technique. Et puis après en fait dire y aller progressivement pour monter et parce que les webmails filtrent et en fait ça a un coût en fait de réceptionner un mail pour eux et voilà donc ils veulent que les mails envoyés soient des mails que les destinataires souhaitent recevoir. Voilà. Qu'il n'y ait pas de bounce, c'est-à-dire de fausses adresses email et que les gens ne se désabonnent pas immédiatement. C'est hyper important. C'est quelque chose que peut-être on ne partage pas assez, mais moi j'ai plein de gens qui me disent je comprends pas, je viens de m'inscrire sur Mailjet, Sendinblue ou autre et je peux envoyer que 50 emails par heure, puis après là justement avec nos volumétries on a des IP dédiés, donc on y va gentiment et on met des tapis, on met les couches progressivement, donc voilà. Mais voilà, on va regarder là, on a fait quelque chose, on va regarder le temps de distribution de l'email, parce qu'en fait voilà, quand on change d'outil, on va pas, c'est pas parce qu'on envoie, on appuie sur le bouton que notre ciblage de 100 000 abonnés va le recevoir dans les 3 minutes. Donc voilà, ça c'est des indicateurs qu'on suit. Et c'est tout le métier des routeurs d'email, justement, de savoir cadencer les envois, filtrer, laisser partir au fur et à mesure pour justement ne pas se faire blacklister des webmails, comme tu disais à l'instant. Alors, pour finir, Grégoire, est-ce que au cours de ces 5 dernières années, il y a un enseignement fort, une erreur, un plantage que vous avez fait, dont vous avez tiré les apprentissages et que tu peux nous partager ? En fait, oui, il y a eu sûrement des plantages, mais comme on est quand même toujours la tête dans le guidon, c'est difficile comme ça de se dire tiens, voilà. Peut-être qu'au cours de ces 5 ans, là où on a peut-être un apprentissage, un conseil que tu peux donner. Mais en fait, mais après c'est que quand on a dans des périodes de forte croissance, tout ça, et alors on reste, voilà, on a 35 collaborateurs, donc, mais moi je dirais plus c'est sur l'humain où en fait c'est là le plus important, parce que voilà, enfin on passe quand même pas mal de temps au travail, donc la bonne ambiance et l'onboarding qu'on peut avoir auprès de nos abonnés, il se fait aussi auprès de nos salariés, enfin auprès des salariés, donc voilà. Transmettre en fait des valeurs qui nous sont chères, de convivialité, des choses comme ça, c'est important. Donc
soigner l'ambiance auprès de ses employés et les valeurs en interne pour que ça transpire un peu auprès de vos abonnés. Oui, parce que voilà, enfin en plus on a la chance de travailler un produit qui est plutôt sympa, qui nous plaît tous, même s'il y a des personnes qui ne boivent pas de vin au petit ballon, ou alors il y en a certains qui préfèrent la bière. mais non, parce que aussi c'est intéressant d'avoir le retour. Ah bah moi j'aurais ça. Ah ouais, ok, tiens, pourquoi donc voilà. Ok. Super. Eh ben, Grégoire, merci infiniment pour le temps qu'on a passé ensemble. Ça fait 1 heure qu'on enregistre, donc c'est. D'accord. Voilà. C'est passé plus vite que je ce à quoi je m'attendais. Merci énormément parce que tu as été très généreux, une fois de plus, comme souvent les invités sur le panier. Et ça, c'est top en chiffres. J'espère avoir été à la hauteur des précédents invités, parce que c'est un chouette format et voilà, et c'est intéressant quand j'écoute, c'est pas pour faire de la promo pour le panier, mais quand j'écoute certains confrères, consoeurs, voilà, on est tous un peu dans le même bateau, et c'est important d'avoir des feedbacks. Ah tiens, voilà. Exactement. Voilà. Eh bien, merci énormément. Et je parle à nos consoeurs, justement, j'en reçois pas assez, j'aimerais bien en recevoir plus. Donc, n'hésitez pas à me faire des recommandations pour des invités, le panier. Je vous remercie tous d'être toujours aussi fidèles sur le panier. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, et surtout inscrivez-vous à la newsletter pour être sûr de recevoir les prochains épisodes. Elle devrait pas tarder à partir pour la première. Merci Grégoire, merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.